Merci à tous d'être venus et bienvenue à ce Montpellier JS. Je vais me présenter déjà. Je vais présenter déjà le titre de mon talk. C'est Tailwind CSS, un bridge parfait entre le design et l'application. Je vais expliquer de quoi il s'agit. C'est le moment de me présenter. Salut, moi c'est Tim. Je suis développeur chez GoJob, une entreprise d'intérim digital. Et notre stack c'est TypeScript, React, Mesh.js, Jest, RESTscript pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu obscur mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent. Yes, bien, trop bien, merci. Trop stylé. Et ça se trouve aussi, c'est mes technos de prédilection. Moi personnellement, j'adore tout ce qui est front-end. J'aime fournir des applications front-end aux utilisateurs. J'aime qu'ils enjoy utiliser ces applications. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de Tailwind CSS. Donc, Tailwind CSS, c'est quoi? Ça va être un petit peu dur, accrochez-vous. Utility First CSS Framework, what? Qui peut être composé pour builder n'importe quel design system. Yep. Ouais, c'est pas grave, on va décomposer tout ça, cette notion un petit peu lourde, et on va voir chacun de ces aspects-là. Donc, un design system, je pense que vous connaissez tout ce que c'est. Je vais faire tout de même un petit rappel très succinct de ce que c'est un design system. Quand on parle de design system, en fait, on va invoquer plein de choses différentes qui se décomposent et qui complètent les unes les autres. Donc un design system, c'est à la fois donc, une bibliothèque de patterns, comment on va composer les éléments ensemble, des guidelines, comment est-ce qu'on adresse l'utilisateur par exemple. Voice and Tone, c'est un petit peu pareil. Quel langage on va utiliser pour parler à l'utilisateur? Qu'est-ce qu'on veut passer comme message? Donc voilà. Une bibliothèque de design, également un style guide, et une notion que j'aime trop en fait, qui s'appelle le langage visuel, qui derrière elle veut dire qu'un design qui est bien conçu peut être lu comme une phrase. Donc il y a des éléments qui vont composer ce visuel, comme des mots, et en fait, mis bout à bout, ils vont contenir un sens aussi. Donc tout ça, c'est un design system. C'est un petit peu abstrait, mais on va y arriver beaucoup plus en profondeur tout à l'heure. C'est pas un problème. Donc quand on parle de design system, souvent on invoque cette vision-là de Brad Frost qui est très connu, qui s'appelle le design atomique. Donc voilà, nous avons des tout petits éléments qui s'appellent les atomes, qui vont composer des molécules, qui vont composer ensuite des organismes, qui vont composer des templates et des pages. Donc vraiment, on a une échelle très grandissante, quoi, géométriquement progressive, qui vont composer des vues. Et en fait, on se demande où se trouve ici Tailwind CSS. Très intéressant. Il se trouve en fait là. En fait, ça va être quelque chose qui va composer vos atomes. Donc c'est plus petit qu'un atome, on peut assimiler ça à un électron par exemple, ou à des quarks, qui vont composer nos différents atomes. Donc comment ça se passe en fait? L'autre notion qui est dans cette phrase, c'est Utility First CSS. Ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement Utility First CSS? Pour ça, on va faire un petit peu de rétrospective sur comment on écrivait le CSS avant. Donc, tout début, sémantique CSS, c'est vraiment très basique. Nous avons donc un markup que vous voyez ici, avec un class name. Enfin, ici on écrit du React, mais ça peut être très bien du HTML classique. Et en fait, cette classe-là, card, va représenter dans elle vraiment la composition des différents éléments HTML à l'intérieur. Donc c'est le moyen le plus facile, on va dire, d'écrire du CSS, de composer nos éléments. Mais pourquoi est-ce que c'est pas super bien? Parce qu'en fait, dans notre classe CSS, ici, on reflète la composition HTML. Donc on va venir vraiment coupler le CSS et le HTML, alors que ces deux concerns complètement séparés, logiquement. Donc pendant un moment, on a fait ça dans le début de web, ouais, bien sûr, pendant des années en fait. Donc vraiment pendant un moment. Et ensuite, on s'est dit, bon, cette manière-là ne marche pas très bien, donc on va essayer de découpler les styles de la structure HTML
sous-jacente. Donc comment on fait ça? Donc on va représenter chaque élément de la carte avec une classe spécifique. Ici on utilise la notation BEM, donc c'est Block Element Modifier. En gros nous avons, voilà, dans la carte nous avons une image, un contenu, un titre, un body, qu'on va retrouver ensuite ici avec les classes name. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous cette approche-là, pour ceux qui font du CSS bien sûr. Et ça marche très bien, même maintenant, il y a des entreprises qui utilisent cette manière d'écrire du CSS qui marche très bien. Ok. Et maintenant, nous venons à l'utility CSS. Donc, utility CSS se distingue vraiment fortement des autres approches, parce qu'ici, nous ne composons pas des éléments directement à l'intérieur de nos classes name, mais on va les composer à l'intérieur directement du HTML. Et donc, en fait, les classes name sont atomiques et n'impactent qu'une seule, on va dire, qu'un seul attribut CSS sur notre élément. Et désormais, nous retrouvons complètement découplé entre le CSS et le HTML. Et on peut composer à l'infini, en fait, ces classes-là, qui vont se retrouver qu'une fois dans notre style sheet. Donc c'est vraiment une approche complètement différente par rapport à ce qu'on a vu avant. En plus de ça, lorsqu'on va concevoir nos composants, du côté design, nous allons avoir logiquement des Figma ou des Zero Height, des outils de ce genre-là pour composer les designs. Ensuite, qu'on va recomposer dans les visuels plus tard. Et nous, de notre côté dev, nous faisons exactement la même chose. Au final, on va d'abord composer nos composants, créer nos composants, puis les implémenter dans une vue. Ce qui change avec l'utility CSS ou primitive base CSS, parce que ce sont des primitives qu'on va tout d'abord coder, c'est qu'ils vont se retrouver au milieu de tout ce workflow et venir loquer de chaque côté les choix qu'on fait. Donc les designs de composants sont impactés par le design des primitives, l'implémentation également, et pareil pour les screens, donc les pages. Enfin, c'est comme ça en tout cas que Brad Frost les appelle, les pages, le plus gros organisme, ainsi que notre implémentation. Tout est drivé par ces primitives-là. Super. Donc, Tailwind CSS, concrètement, ça ressemble à ça. Donc ici, par exemple, je vais venir sur cette classe-là rajouter une shadow. Ok, super. Je vais round it. Je vais rajouter. Ouais. Pas mon bon clavier. Je vais rajouter donc un petit peu de design ici. Je vais rajouter un gradient, par exemple. Gradient to. C'est pas possible. To there. Ok, super. Je vais rajouter un petit fond également, donc purple par exemple 800. Ok, super. Donc vous voyez comme directement j'ai un feedback très rapide également avec Tailwind. Et donc je vais rajouter un petit peu plus de couleurs ici et ici. Textred 400. Ok. Et donc en gros l'utility CSS, bah, c'est ça. On peut composer vraiment tout avec les contraintes fortes que nous fournit Tailwind. Donc, c'est quoi les contraintes fortes que Tailwind nous fournit? De base, vraiment, lorsque vous installez Tailwind, vous avez accès à plein de contraintes. Des contraintes de width, par exemple, de spacing, plus généralement. Donc, l'espacement entre vos composants. La taille max que peut prendre votre élément, elle est définie dans une liste relativement grande dans Tailwind de base, mais qu'on va chercher à réduire, nous, pour les besoins de la simplicité de notre design system. Pareil pour les couleurs, vous n'avez pas absolument tous les hexas du monde. Vous avez, je sais pas, par défaut, je crois que c'est une 60aine de couleurs différentes. Pareil pour la typographie, pareil pour les shadows. Donc on va venir vraiment contraindre notre CSS de devenir plus petit. Parce que c'est vraiment dur de travailler vraiment avec des valeurs absolues du style 13 pixels. Même on peut mettre des pixels à virgule, ça devient n'importe quoi, mais ça existe.
Donc, en plus de ça, on a des utilitaires de over et focus. Donc, on peut très bien rajouter du focus sur nos éléments avec des modifiers spécifiques Tailwind qui simplifient l'écriture de notre visuel. Donc, ici, vous avez vraiment, ça a été implémenté avec ces class names là. Incroyable. Oups. Ok. Et en plus, on peut utiliser des features vraiment cutting edge de CSS. Beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Pour ceux qui ont déjà utilisé Grid, vous savez comme c'est un peu pas évident du tout en fait. Et ici, nous avons des utilitaires beaucoup plus simples. On a des utilitaires de transition, on a des utilitaires de filtre. Vraiment tout ce qui est de plus cutting edge dans le CSS. En plus, je crois que hier, c'est la fin de vie d'Internet Explorer. Donc, félicitations encore pour cette fête, tout le monde. Et en plus de ça, en fait, Tailwind va venir analyser les class names utilisés dans notre code pour virer tous les autres. Et donc, nous nous retrouvons avec un build très petit en fait en production, parce qu'on ne compile dans notre fichier CSS final uniquement les classes qui sont utilisées. En plus, ils peuvent se répéter plusieurs fois, mais ils n'auront pas d'impact sur le build de production, donc c'est très scalable au final en production. Donc c'est top. Ok, assez parlé, je pense qu'on va toucher à du code, ma partie préférée, yes. Et on va implémenter un petit design system, je vous promets, enfin ce sera pas très long. On va pas vraiment réimplémenter tout un design system, on va commencer par implémenter des petits bouts et ensuite on verra comment tout ça se compose sur un cas vraiment réel de chez GoJob notamment. Très bien. Wow. Ok. Donc nous au final on va implémenter cette vue là, Welcome to GoJob. Donc c'est un des screens spécifiques qui a déjà été implémenté chez nous. Donc comme vous pouvez constater, bon il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais on va essayer de venir et respecter vraiment la charte à la lettre. Donc on va essayer, en tout cas je vous promets rien parce que c'est du live coding. Ok, super. Donc comment ça se passe? En fait, pour installer Tailwind sur votre projet front-end, bon ici j'ai un cas React, vous pourrez très bien l'installer sur votre projet HTML CSS classique, sur Angular, sur n'importe quelle techno que vous utilisez en front-end. Enfin, à partir du moment où elle supporte du CSS. En fait, Tailwind dans son corps, c'est un plugin post-CSS. Donc, on voit ici le post-CSS config tout classique avec le plugin Tailwind. Super. Et en fait, toute la configuration Tailwind se situe dans ce fichier-là. C'est assez intéressant. De base, Tailwind, comme je vous le disais, propose une myriade en fait de classes diverses et variées. Par exemple, comme je vous le disais, donc ici donc si je mets un class name W, j'en ai quelques-uns. Et certainement dans mon projet, dans mon design system, je ne vais pas avoir 92 widths différents, je ne vais pas aller jusqu'à 384 pixels. Vachement spécifique, mais c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Donc ce qu'on fait en général pour créer un design system avec Tailwind, c'est qu'on va overrider le thème. On ne va pas l'extend, mais on va lui spécifier donc nos propriétés à nous, qui sont définies par notre design system. Donc chez GoJob, nous avons un design system qui ressemble à ça, voilà, c'est pas non plus oufissime quoi, nous avons des spacings, par exemple de spacing de 0 à 8, donc nous avons un spacing 0,5 aussi, why not, ça fait 3 pixels, je vais écrire en pixels, ce sera plus simple qu'en rem pour faire les calculs mentaux. Nous avons 1, nous avons 2, nous avons 4, non, GitHub Copilot, nous avons 6 et nous avons 8. Et en fait, avec ça, on s'est rendu compte qu'avec 8 spacings différents, ouais, c'est ça, 7 spacings différents, nous couvrons 99% des use cases. Donc, à chaque fois que nous avons deux éléments, la distance entre ces deux éléments, elle tombe là-dedans. C'est incroyable. Je vous essayez de faire l'exercice sur votre plateforme préférée, vous allez voir qu'il n'y en a jamais au-delà de 10. C'est assez incroyable. Donc on cut vraiment les possibilités et donc on arrive à des visuels beaucoup plus consistants au final. Incroyable. Donc déjà, on va pouvoir utiliser ce nouveau spacing que nous avons implémenté ici directement dans notre vue. Je sais que les éléments
qui sont dans cette vue-là, ils sont espacés de 24 pixels, donc ici 24 pixels chacun. Hop là. Et tout de suite, voyons, ils utilisent la technique de margin top, not last, quoi. Ce qui marche très bien sur des display blocks, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, nous avons déjà implémenté les spaces, les widths, les heights, enfin tout plein de trucs, c'est assez fou. Ok, super. Donc on va implémenter en plus de ça la couleur de ce texte-là que nous avons vu ici. Donc ici je vois, je sais pas, je vais réussir à zoomer un petit peu, text emphasis. Ça c'est la couleur qu'on utilise nous pour mettre en avant le texte. Donc très bien, ok, on va l'implémenter. Donc ici nous avons les colors et je vais implémenter mon emphasis. Je vais furieusement copier-coller cette couleur-là. Super, elle devient tout de suite disponible pour mettre dans mon H1. Class name, text, emphasis. Ok, et je me retrouve avec la bonne couleur. Ensuite, on va peut-être implémenter la taille pour ce texte-là. Donc, en fait, ce qu'on fait ensuite, à partir de ces building blocks, c'est là où ça devient intéressant, on va pouvoir créer des blocs encore plus hauts. On va composer ces différentes primitives dont je vous ai parlé pour créer des atomes, là, cette fois-ci. Et donc là, nous avons une typographie qui s'appelle headline 1. Je vais zoomer un chouille. Headline 1 ici. Et en fait, qui possède ces attributs-là. Elle a une weight de 700, une size de 27, line height 36, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire techniquement, c'est qu'on va venir écrire ce que c'est une typographie headline 1. Bon, je vais peut-être pas le faire là parce que ça va prendre trop de temps. Je vais tricher un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais importer le preset qu'on utilise vraiment chez nous à GoJob pour la production. Vraiment, c'est ce qu'on utilise, je vous promets. Bon, ici, il est en local parce que j'avais pas envie de pull depuis le NPM. Mais voilà. Et donc, à partir de là, on va pouvoir retrouver une typographie headline 1. Ok, super. Ça ressemble à ça. Et lorsque je vais voir dans mon preset, en gros, ici, je vais pouvoir aller composer les différents building blocks ou utilities pour créer mon atome, cette fois-ci. Assez incroyable. Donc, à partir de là, ça y est, j'ai absolument tous les éléments pour pouvoir créer ma vue, recréer ma vue. Juste pour rappel, elle ressemble à ça. Hein. Donc, je vais aller un petit peu vite. Vous me dites si vous voulez que je ralentisse un petit peu. Donc, nous avons des utilitaires du style flex, flex call. Bon, voilà, c'est flex direction column. Easy peasy. Donc, j'ai aussi mes différentes couleurs de background que je vais pouvoir utiliser ici. Je vais pouvoir dire shrink 0. Donc, et ce qui est formidable aussi avec Tailwind CSS, c'est qu'on a un support first class des IDE différents qui nous indique exactement en fait ce qu'une rule fait en vrai sur le CSS. Et ça marche également pour les rules que nous avons écrits nous. Donc c'est vraiment un super boost lorsque vous ne savez pas trop, vous voulez pas trop mettre les gaz et savoir un petit peu ce que vous faites. Ok, très bien. Donc button action. Donc là je vais mettre mon bouton ici. Super. Je vais faire la couleur de ce texte-là également en typographie primary. Je ne sais plus ce que c'était, peut-être secondary. Bon, on va faire un test. Ça se trouve, ça va marcher. Ok, ça commence à prendre un petit peu forme. Je vais faire la carte du formulaire qui se trouve ici, donc c'est cette partie-là. Super. Donc je vais appliquer un flex. Je vais le faire grossir, je vais le mettre en colonne, je vais justifier between les items, mettre un petit peu d'arrondi parce que nous les front-end on adore les arrondis, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est assez incroyable, c'est une manie. Donc je vais ajouter un peu de padding Y, donc vertical, un petit peu moins de padding horizontal, je vais appliquer une shadow ici, et donc nous retrouvons notre carte. Très bien, on va pouvoir passer aux choses un petit peu plus intéressantes à l'intérieur du formulaire.
Donc là, je réapplique notre technique de margin top là. Yes, c'est trop bien. Ok, on va mettre du grid par exemple sur le label. Ok, why not? Utiliser aussi les gaps parce que IE ciao, donc maintenant tous les navigateurs sont evergreen, on considère qu'ils sont evergreen, à moins que vous avez vraiment des particularités, vos clients ne supportent pas que IE par exemple. Tristesse, désolé pour vous, hein, vraiment. Donc on va appliquer la typographie label sur cet email. Ok, super, donc ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Hein. Donc là on va appliquer notre grille de gap 0,5. Pour rappel c'est 3 pixels. Mettre une jolie couleur sur notre password, label. Ok, notre input il est good. Et je vais juste rajouter un petit peu de typographie. Je crois que c'est vraiment celle-ci, quoi. Donc nous avons un petit peu trop de typographie aussi. J'essaie de me battre avec les designers. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il nous manque juste le bouton. Oups. Je fais n'importe quoi. Class name, btn, et on va l'étirer sur toute la largeur du truc. Ok? Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Si on compare ces deux vues, logiquement, on devrait être plutôt bon. Donc, c'est ça, en fait, au final, avec les contraintes fortes, et parce que je connais le visual language que j'utilise, je vais pouvoir composer les vues très rapidement, et surtout vraiment en cohérence avec le design system, avec les visuels qu'on m'a fournis, parce que eux aussi, ils utilisent les mêmes primitives que moi. Donc c'est trop bien. Et juste pour finir, peut-être, pour cette démo, il y a un truc assez fun. Comme vous savez, un design system, c'est quelque chose de vivant. Il faut que ça évolue, sinon ça stagne. Et les designers adorent nous mettre ce qu'on appelle des special snowflakes, donc des petits éléments un petit peu inattendus dans notre design, ou alors ils changent complètement de couleur qu'on utilise. Ça aussi, ça arrive. Parce que l'identité de marque doit s'adapter, enfin, le design doit s'adapter à l'identité de marque. Et l'identité de marque, c'est quelque chose d'évolutif. Et ce que nous avons fait chez GoJob également, vu que tout est normé dans ces class names qu'on utilise, on a fait, par exemple, nous avons déprécié les shadows ici. Nous avons des shadows SM, MD, LG, XL, nanana, machin bidule. Et en fait, ces shadows-là ne sont plus utilisables en fait en tant que tels. Nous avons supprimé plein de shadows et nous l'avons remplacé par un seul. Voilà, notre identité de marque a changé. Et ce que nous avons fait, c'est assez fun, je trouve. On a créé un plugin Slint custom, en fait, qui va venir chercher dans nos class names utilisées les occurrences de shadow et nous proposer, voilà, donc use positive shadow instead of shadow, ok. Et nous proposons même des autofixes, en fait, pour pouvoir fixer les erreurs de ligne comme ça. Donc, on s'assure que toutes les primitives que nos développeurs utilisent sur tous les projets restent à jour. Donc, c'est assez formidable également. Voilà, je pense que c'est bon pour cette démo. Et donc, pour conclure, j'aime beaucoup, en fait, cette comparaison avec l'atome, que je vous disais tout à l'heure, que en fait c'est assez marrant parce que atome en grec ça veut dire indivisible, et quand Brad Frost a sorti son Atomic Design, je pense qu'à l'époque on le pensait aussi que les atomes de design étaient indivisibles, et puis un beau jour nous avons découvert que les atomes étaient composés au final d'électrons, de quarks, de plein de trucs qui se trouvent à l'intérieur qui vont définir ce que c'est un atome. Et c'est un petit peu pareil avec l'utility CSS, parce qu'on va décomposer davantage notre atome et le définir avec des choses beaucoup plus précises et plus réutilisables. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Je pense que c'est un bon moment pour les questions. Ah ok, ça marche. Je sais pas s'il y en a un. Bon alors c'était super clair et donc je suis refait.
Oui. Moi j'ai une question, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur ton setup, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autocomplétion, ça semblait extrêmement pratique en fait. Mhm. C'est quelque chose de standard à Tailwind ou c'est des custom que vous avez rajoutés comme les plugins ESM? Ok, ouais. La question porte sur le setup que j'ai utilisé pendant cette démo. Et en fait, c'est rien de plus simple qu'un plugin Tailwind CSS qui vient de base. J'en ai 1000, donc je vais le chercher. Si j'ai du réseau. Ouais. Tailwind CSS Intelligence. Donc c'est un plugin développé par Tailwind Labs qui est le créateur de Tailwind. Et Adam Worth, notamment, il participe à la création de ce plugin, le créateur de Tailwind. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il fait ce plugin? Il va faire exactement le même boulot que Tailwind fait de base. Et donc venir faire la résolution de mon Tailwind config entièrement et pour me proposer de l'autocomplétion. Et donc c'est vraiment pas plus de setup que ça. Et il y a un petit secret par contre. En fait, normalement, pour injecter Tailwind, comme c'est un plugin PostCSS, on va utiliser un fichier CSS random PostCSS. On va poser ces directives-là, Tailwind Base Components Utilities, qui sont en réalité des layers sur lesquels on peut injecter des couches. Donc par exemple, si votre projet il utilise déjà Tailwind Base, vous ne voulez pas le réinjecter, ça ne sert à rien, vous allez utiliser uniquement les couches Components Utilities. Bref, je ne vous embête pas avec ça. Et en fait, dans ce Global CSS, par exemple, je vais pouvoir déclarer mon container et utiliser les classes CSS ici, apply, je sais pas, je vais écrire n'importe quoi, W2, H2, donc width 12 pixels, hauteur 12 pixels, et je vais lui mettre un background red, je fais n'importe quoi. Et par contre, quand j'utilise cette nouvelle classe container, là, que j'ai appelée container parce que aucune raison, je vais pouvoir l'utiliser ici, container. Ah merde, elle rentre en collision avec une autre. Container 2, yes, naming. Ok, container 2, bah, il me dit rien du tout en fait. Parce que Tailwind n'arrive pas encore à analyser nos fichiers CSS comme ça. Donc le secret pour faire ça, c'est de définir un preset à l'intérieur de Tailwind config. Bon là je l'importe, mais et les mettre de cette manière-là en fait, nos classes custom. Et donc en faisant ça, ici apply nanana machin bidule, là on retrouve l'autocomplétion de Tailwind correctement. Et en plus de ça, bah, on injecte nos différents types de composants dans les layers. Donc là, nous avons que 2 composants. On va les rajouter avec add components, une API interne de Tailwind. Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient l'autocomplétion vraiment parfaite à la fin. Et tiens, pour la petite anecdote, on a aussi des escape hatch. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser W2, 4, nanana tout le temps. Dans notre design system, on n'a pas de 1 pixel, quoi. Donc on va le mettre de cette manière-là, qui veut dire valeur arbitraire. Donc à utiliser avec parcimonie. Beaucoup de parcimonie surtout. Et donc voilà. Est-ce que ça répond à la question? Super. Yes. Oui. Oui. Ah oui, ouais. C'est quoi classname? En fait, lorsqu'on écrit du code JSX, donc React, le mot, enfin, nous sommes dans un fichier JavaScript ici. Et donc, le mot-clé classe est déjà réservé pour les classes JavaScript. Et donc, en React, pour éviter cette chose-là, bah, ils ont classname. C'est exactement pareil que classe en HTML. Et l'autre mot-clé, comme ça, c'est HTML for. C'est l'attribut for. Mais en fait, comme for, bah, c'est un mot-clé réservé aussi. On utilise ces trucs-là. Bah, GSX. Mais on est bien. C'est cool. C'est yes. Comment tu gères les noms classés? Ah non. Yes. Alors, très bonne question. Comment on va gérer les longs class names? Parce que, vous voyez ici, j'ai dû même activer en fait le line wrap, parce que sinon ça rentrait pas, et c'était chiant de scroller quoi. Donc voilà, là pour la démo, je l'ai exclu. On a plusieurs manières de le faire, surtout avec des outils comme React. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a un utilitaire qui s'appelle... Bon, là, je ne l'ai pas installé. Est-ce que je l'ai quelque part? Non, je pense pas là sur les projets. Donc on a un utilitaire qui s'appelle ClassNames, normalement, dans React, enfin,
c'est une lib qui permet de composer des class names. Et donc là, je peux les mettre à la ligne comme je veux, faire des... Et ce qui est valide aussi, c'est pas uniquement les espaces qui font la séparation des class names, c'est aussi les sauts de ligne. Donc des fois, tu vas faire comme ça, et puis je sais pas, ici comme ça, et ainsi de suite. Allez, copilote. Non, plus envie. Donc deux lignes, ça suffit. Donc ça valide aussi. Sinon, on va les sortir, quand c'est vraiment fat, on va les sortir dans un utilitaire à part dans notre preset Tailwind, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire, donc potentiellement ça a un atome, ou même plus. Et pour l'instant, c'est tout. J'ai vu aussi des gens qui faisaient des trucs du style, genre, je sais pas, background classes, BG classes, comme ça. Ils faisaient ici, je sais pas, des trucs comme ça, et ensuite, foreground classes, et qui faisaient des trucs comme ça, et puis les composaient. Mais ça, c'est malheureusement, le plugin Tailwind n'arrive plus à nous autocompléter là, dans ces strings-là. Donc voilà. Après, c'est rarement un problème parce qu'on va jamais en avoir 200, quoi. Heureusement d'ailleurs. Mais on peut en avoir beaucoup, en effet. Et donc là, peut-être penser à faire des utilitaires de plus haut niveau. C'est une solution. Très bonne question. Ok. Yes. Oui. Oui, vous voyez, quand tu as défini dans ton thème, tu dis, par exemple, mon conteneur, apply, border 50 plus. Ouais. Ce apply, ça m'intrigue, en fait, ça vient de votre CSS. En fait, oui, la question sur apply dans le point CSS, c'est ici, ou alors dans Tailwind config. Ouais. En fait, ouais, c'est Tailwind CSS fournit, comme tu vois ici les directives Tailwind, en fait, c'est exactement la même chose. Ils fournissent des directives apply aussi. Et ensuite, le post-processeur, enfin, le plugin Tailwind CSS, le post-processeur post-CSS, du coup, va faire run ces directives-là par Tailwind et voilà, créer des style sheets appropriés par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est assez fun à écrire en vrai. Franchement, ouais. Yes. Et je crois que c'est tout en fait, il y en a que deux. Donc ça va, c'est pas un truc bloated quoi. Voilà. Oui. Ouais, je disais que tu utilises le même design system que vos designers. Et je suppose que vos designers savent pas le CSS directement. Non. Comment vous partagez le design system entre le CSS et le reste? Yes. Quel design ils utilisent pour apporter? Très bonne question. Ouais. Comment se synchroniser en effet entre les designers et nous, au final, au niveau de l'implémentation? C'est une très bonne question. Et encore, moi, je trouve qu'on a un petit peu du mal des fois à se partager l'information. Déjà parce que nous, les front-end devs, on colle les développeurs. Genre vraiment, dès qu'on trouve des trucs un peu bizarres dans les designs, là, on dit les gars, pourquoi est-ce que ça a une raison d'exister? Donc on va limiter les changements. Déjà, ça c'est une première étape. Et ensuite, nous avons un design system défini sur, notamment, ici j'ai pas accès, mais un zero height qui va définir en fait les principes de design. Et ça c'est des trucs, c'est un peu intouchable quoi. Donc il y a vraiment très peu de changements sur ces trucs-là. Comme c'est des primitives, on a très peu de changements. Et en fait, ensuite, lorsqu'on compose nos composants avec ces primitives, par définition, il y a très peu de changements parce que les primitives vont pas bouger. Et ensuite, on a des nouveaux composants que la communication fait que on va les rajouter ensuite dans le design system. Mais c'est plus design system, c'est plus de la composition de plusieurs éléments. Et donc là, ça va plutôt dans le monde de React. Tu vois, là où on peut faire vraiment de la composition. Moi, dans les styles, parce que c'est dur, enfin, c'est techniquement impossible avec une div et même une quantité astronomique de class name, tu peux pas recréer n'importe quel élément. Donc là, c'est plus niveau composition. Mais ouais, c'est un travail compliqué, en vrai. Yes, il faut beaucoup communiquer avec les designers pour ça. Yes, oui. En fait, est-ce que ce mode de fonctionnement ne pose pas de problème? Parce qu'au final, en fait, maintenant, c'est le CSS qui pilote le HTML. Donc, dès qu'on fait une modification sur le graphique, il faut modifier le HTML. Un peu, pour moi, je sais pas, c'est complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Euh, Là, c'est, je sais pas, c'est comme si demain on change le conducteur et donc il faut changer la voiture. en fait, d'un côté, certes, on a le HTML, c'est le markup en fait, c'est la structure intrinsèque de l'élément. Et puis on a le style qui vient s'ajouter par-dessus. Mais on peut pas. En fait, ils sont liés. Même si on sépare les concerns, au final, ils sont liés. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est une liaison dans les deux sens. Oui. C'est le CSS qui doit s'adapter à du HTML et qui va imposer aux classes, et à l'inverse, Oh. voilà, les deux sont fortement liés. Oui. Parce que ce que tu présentais, le sémantique, Oui. bah là, il y a plus le CSS qui travaille. C'est-à-dire qu'on change le graphisme, c'est le CSS qui change. Le HTML, il est unique, il ne va pas bouger. Oui, oui, certes. Là dans l'exemple du BEM, oui, en effet, on pouvait changer, mais on ne pouvait pas tout faire. On ne pouvait pas, par exemple, je sais pas, rajouter un élément dedans. Là, on doit toucher à la structure. Oui, Et si tu rajoutes un élément, tout à fait. c'est le contenu, c'est ton document. Tout à fait. Et en fait, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, mais en fait, on est plus en mode composant. Et en fait, un composant, c'est un tout, c'est une interaction, c'est un affichage et c'est du markup. Donc c'est vraiment, on va encapsuler dans cette notion de composant, telle qu'a défini React, cette notion-là. Donc nous avons tout dedans. Nous avons même la logique, en fait, interactive dans le composant. Donc au final, c'est une entité qui peut être en séparation des autres entités. Et on ne pense plus en mode, OK, séparation of technologies, on pense plus séparation of components au final. Donc c'est un petit peu un paradigme shift par rapport à ce qui existait avant, également par le biais des frameworks modernes du style qui sont orientés composants, donc en fait tous désormais. Donc c'est vrai, mais c'est vrai que ça fait bizarre. J'aurais peut-être pas dû mettre cette slide. En effet, en effet. Est-ce que ça répond à ta question? Plus ou moins. On peut en discuter juste après. On peut en discuter juste après. Oui. Avec les étapes. C'est ça. Voilà, tout à fait. La manière dont je le vois, tu peux assez facilement prototyper, tu vois, Mhm. Après, si tu as envie vraiment de séparer les deux, tu peux les déporter, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, si on n'utilise pas de framework, justement, on va utiliser les fichiers .css et on va définir nos classes comme avant au final. Donc, et c'est vrai que là, on a dans HTML, CSS, il n'y a pas de notion de components du tout. Et donc, on va plutôt privilégier cette manière-là d'écrire les trucs, en effet. Mais c'est vrai, ouais, en effet. Merci pour... La question, oui. c'est un corollaire à cette question. Un exemple Mhm. quand le CSS ne suffit pas à répondre aux besoins du design. Mhm. Franchement, un exemple débile, c'est pas on va mettre 3 traits en dessous d'un niveau. Le CSS ne permet pas de faire ça. Ah ouais. Du coup, Tailwind CSS, ne permet pas de faire la manipulation d'HTML. Yep. Tout à fait, ouais. Et c'est là où justement on arrive sur les organismes ou les composants à proprement parler, qui vont rajouter du markup, qui vont rajouter plein de choses par-dessus, ils vont rajouter de la chair en fait, par-dessus nos... Ouais, voilà. En fait, ça va être des composants React par exemple. Je peux prendre n'importe quel composant que j'ai écrit, je sais pas, peut-être pas ici. Attends, je sais pas, code de la démo par exemple, je sais pas. Si j'ai une carte, en fait, qui va se composer avec des divs, de l'animation notamment, qui peut prendre des children. Donc, c'est plus, voilà. Et ensuite, on va faire un step au-dessus. Comme je disais, Tailwind, c'est vraiment les électrons qui tournent, qui vont faire nos atomes. Et ensuite, à partir de ces électrons et atomes, on va pouvoir faire des composants. Donc, des organismes. Et ainsi de suite, quoi. Yes. Peut-être, pour parler un peu dessus, mais par curiosité, chez vous, votre approche pour créer des combos, pour créer des molécules, Mm-hmm. est-ce que c'est plutôt de répéter les briques de base de thème dans le thème Tailwind, Mm-hmm. faire des compos React ou quelque chose langage que vous utilisez, ou l'approche des API avec des
les classes Mhm. ni les classes séparées en Tailwind ou au React. Yes. C'est très intéressant comme question. La question c'est est-ce qu'on va utiliser plus de la composition ou on va plus utiliser des class name Tailwind qu'on va répéter pour créer nos molécules et ainsi de suite. En fait, ouais, ça dépend. En fait, c'est marrant parce qu'on a un bouton en class name et on a un bouton en composant aussi. Parce que dans le design system, le bouton en composant, forcément, il utilise le class name button, ou je sais plus comment, ouais, button. Mais il peut prendre des propriétés en plus. Sur nos boutons, on peut mettre une icône, par exemple, à un sujet. Donc là, il va rajouter cette fonctionnalité-là en plus. Mais on essaie de faire un petit peu, voilà. On va réutiliser les utilitaires plus haut niveau dans nos composants, mais on va aussi avoir des composants du coup. Donc les deux marchent ensemble. Et en fait, ouais, ça dépend du use case, forcément. Ouais. C'est sûr que enfin, on a une classe input. Les inputs ne peuvent pas prendre, je crois, d'icône. Enfin, ils sont fixes par rapport au type de l'input. Si c'est un email, bah forcément, il y a un arrobase, machin bidule. Mais on n'a pas de composant input, en fait. Ça n'existe pas parce qu'il peut prendre rien de plus qu'un input normal. Donc, ouais, ça dépend de use case. C'est très intéressant comme question. On est good? Bon, ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas encore Noël, je dirais, il n'y a pas des mecs qui sont amusés à faire un plugin Figma Ah, yes. Ouais, plugin Figma. Ouais, non, c'est très intéressant. Si, en fait, c'est marrant, ouais. En fait, il y a beaucoup, ça y est, on commence vraiment à tout penser en Tailwind, et il y a même un plugin Chrome qui va analyser la page et sortir les classes Tailwind pour la page. Alors, ça y est, il commence à être chaud, mais après, c'est pas précis, quoi. Voilà, et ça s'adapte pas à notre thème vraiment intrinsèque. Mais c'est intéressant, et on pourrait creuser, en vrai, c'est une réelle possibilité, parce que ce serait super intéressant. Bah ouais, carrément. Après, voilà, les thèmes que je vous ai vite fait montrer, à écrire, ça prend max une journée, quoi, à tout casser, pour écrire toutes les primitives. Voilà, donc très rapide. On est bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention.